Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau webinaire animé par Alcuin. Où on traitera aujourd'hui de tout l'aspect processus RH et dialogue social, notamment à travers de la BDES. Et ce qu'on va faire aujourd'hui aussi, c'est d'identifier entre ces deux univers les synergies qu'on peut mettre en place afin de gagner du temps un petit peu dans la gestion de ces deux ensembles. Alors, on va commencer par présenter un petit peu de quoi nous allons parler. Donc déjà, on va faire une présentation un petit peu générale des processus, des ensembles des processus RH. Ensuite, nous verrons autour du dialogue social, la définition du dialogue social, l'outil majeur qui va permettre de nourrir ce dialogue social avec vos élus, notamment autour de la BDES. On verra ensuite quelques synergies possibles sur certains des processus RH. Et on verra comment tirer parti justement des sujets communs entre ces processus RH et ces informations à communiquer à vos élus, sachant que dans la plupart des cas, les ressources dans vos organisations sont communes pour la gestion de ces deux thématiques. Alors, on va se présenter. Donc, je me présente. Moi, je suis Jean de Courcy. Je suis consultant avant-vente sur les sujets ressources humaines et formation chez Alcuin. Et en ce qui me concerne, je représente plutôt le conseil sur la partie dialogue social, sur l'accompagnement à la mise en œuvre des solutions BDES chez nos partenaires. Ouais, donc Alcuin, on présente aussi Alcuin. Alcuin, on est Oui. éditeur de logiciels sur la gestion des ressources humaines, de la formation et bien évidemment de la BDES. Alors pour ceux qui découvrent l'outil Webikeo ou qui participent à une de nos premières présentations, sachez que vous avez un outil de chat sur la droite de votre écran pour pouvoir nous poser vos questions tout au long de cette présentation, tout le long des différentes slides que nous allons vous présenter. Et nous allons conserver quelques minutes à la fin de cet échange pour pouvoir prendre et tenter de vous apporter les réponses à vos questions. En parallèle de cet outil de chat, vous verrez apparaître des sondages. Donc quelques questions pour mesurer l'état des lieux et la façon dont vous êtes organisé. Donc quelques questions auxquelles on vous demandera de répondre pour pouvoir nourrir justement les différents échanges. Alors, commençons par la poursuivre. première partie. Donc, on va discuter maintenant un peu, je vais vous présenter les grands ensembles des processus RH qui permettent de gérer tout le parcours des salariés en entreprise. Donc, ces grands ensembles, je les ai catégorisés de cette manière-là. Bien évidemment, on peut les traiter un petit peu d'autres manières, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Donc, on va avoir les processus qui sont plutôt liés à tout ce qui est gestion du personnel, où on va traiter l'information du salarié, les informations personnelles ou les informations professionnelles. On a tous les processus qui sont liés à la partie recrutement, que ce soit la définition des fiches de poste, la diffusion de ces fiches de poste au travers soit des sites internes, des sites institutionnels ou bien encore des différents réseaux. Tout ce qui est aussi le sourcing des profils, et puis bien évidemment toute la partie entretien de recrutement qui va y avoir par la suite jusqu'à aller au recrutement en tant que tel. On a ensuite toute la partie mobilité et carrière au niveau des RH qui vont permettre de travailler justement sur la partie contrat, sur les évolutions de carrière des salariés, sur les mobilités souhaitées, sur les mobilités possibles dans l'entreprise. On va parfois aussi gérer toute la partie ancienneté des salariés. Ensuite, on a aussi tout ce qui est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui va permettre de définir les différentes fiches de poste en entreprise, les compétences qui y sont associées, en identifiant à chaque fois les compétences clés sur chacun des postes, les compétences clés aussi en entreprise, les compétences rares, etc.
donc qui va permettre vraiment de cartographier les compétences en entreprise. Et on a aussi là-dedans tout ce qu'il y a aussi au niveau de l'évaluation des salariés, avec les entretiens d'évaluation annuels ou entretiens d'évaluation de résultats. On a toute la partie formation, donc là où on va principalement gérer la préparation du plan de développement des compétences, ainsi que sa mise en œuvre. On va pouvoir également travailler tout ce qui est l'aspect financier sur la formation, comment est-ce qu'on va financer notre formation. On a aussi tout un ensemble d'éléments sur ce qui est déclaration auprès des institutionnels. Donc on va retrouver bien évidemment l'URSSAF, on va retrouver tout ce qui est aussi les parties liées aux retraites, à la mutuelle, ou bien encore même auprès des OPCO. On a toute la partie gestion des temps et activités pour gérer les plannings des salariés, leurs affectations, leurs congés, leurs absences, etc. Et on va avoir bien évidemment le nerf de la guerre quand même aussi, d'une certaine manière, c'est la paye, pour payer les salariés bien évidemment, et puis toute la gestion de la masse salariale, et également dans lequel on peut inclure tout ce qui est avantages et évolution de rémunération. Alors, l'ensemble des processus RH en entreprise peuvent être gérés en général de manière différente en fonction des organisations. Dans les entreprises de grande taille, on va retrouver des équipes qui vont traiter l'une ou l'autre des parties des ressources humaines. On peut avoir des équipes qui seront dédiées au recrutement, par exemple, des équipes qui vont être dédiées à la paye, des équipes qui sont dédiées à tout ce qui est formation. Et dans les plus petites structures, on va trouver des équipes qui vont devoir gérer presque l'intégralité de toutes ces activités. Alors pour aider les entreprises, pour gérer plutôt tous ces processus, les entreprises ont différentes possibilités. Elles peuvent le faire de façon plus ou moins manuelle, avec des formulaires papier, avec du mail, avec des tableaux Excel. Et puis il existe également tout un ensemble de solutions de gestion des ressources humaines. Et là aussi, il y a un grand éventail de solutions pour gérer tous ces processus. Alors il y a des solutions qui vont traiter spécifiquement d'un sujet particulier. Par exemple, on peut penser au onboarding, où on a des éditeurs spécialisés qui vont ne traiter que ce sujet-là. Et puis, il y a des éditeurs qui vont traiter tout un ensemble de process dans leurs solutions. Alors nous, par exemple, je présente quelqu'un que je connais le mieux. Nous, on a choisi de se focaliser sur plutôt la gestion de la carrière du salarié dans l'entreprise. Donc, on va retrouver chez nous des modules qui partent du recrutement, de la mobilité, qui vont gérer la GPEC, mais aussi, bien évidemment, tout ce qui est lié aux entretiens pro, aux entretiens d'évaluation, au bilan professionnel ou bilan à 6 ans, de la formation et puis des risques professionnels. Alors, Alcuin, comme d'autres éditeurs en mode SaaS, on a des solutions qui sont aussi évolutives et qu'on fait évoluer selon les attentes de nos clients et bien évidemment selon les attentes surtout du marché. Merci Jean. Nous allons pouvoir maintenant aborder la thématique du dialogue social dans vos organisations avec un bref rappel d'une définition. Donc le dialogue social, ça regroupe l'ensemble des échanges que vous pouvez avoir avec vos élus, avec vos représentants du personnel au travers de différents formats, que ce soit des négociations, juste du partage d'informations, des temps de consultation, des réunions avec les CSE, réunions extraordinaires, etc. Qui est concerné par ce dialogue social? Sur le marché français, l'ensemble des organisations, avec un S d'ailleurs, de plus de 10 salariés sont concernés par la mise en place d'un dialogue social et par la mise en œuvre d'un CSE. En parallèle de cette notion de à qui s'adresse le dialogue social, on va surtout s'adresser au sein de chacune des organisations,
la partie direction pour partager notamment les stratégies d'entreprise, les ressources humaines ou les membres de l'équipe DAF pour plutôt transmettre ou communiquer ces informations auprès des élus, donc des données sociales ou des données plutôt financières. Et puis enfin, les IRP, donc les instances représentatives du personnel, qui peuvent être composées des différents sigles qu'on retrouve juste en dessous, le CSE pour le comité social et économique, le CSSCT qui vient remplacer le CHSCT, donc santé et hygiène au travail, les RP pour les représentants de proximité, et puis les DS pour les délégués syndicaux. Donc voilà tous les acteurs qui peuvent être concernés par ce dialogue social dans vos organisations. Du côté du sens de ce dialogue social, l'objectif, l'enjeu de partager ces informations, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des collaborateurs de vos organisations au travers des stratégies qui ont été mises en œuvre par vos dirigeants grâce aux porte-parole de vos collaborateurs, donc les élus. En parallèle, je vois que nous avons le deuxième sondage qui est ouvert. Je vous invite à y participer également. Donc, ce sondage autour de la BDES, évidemment, outil essentiel à votre dialogue social, essentiel pour deux raisons. La première, puisqu'elle vient vous proposer une conformité à un cadre légal assez strict, avec une BDES donc qui est obligatoire pour les organisations de plus de 300 collaborateurs depuis 2014. Et puis ce cadre légal s'est étendu aux organisations à partir de 50 salariés dès l'année suivante, donc en 2015. Cette conformité légale, elle regroupe l'ensemble des indicateurs, des informations à partager avec vos élus, que vous aviez historiquement peut-être l'habitude de communiquer au travers de rapports ou de bilans, comme le bilan social, un rapport sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un bilan HSCT. Eh bien, ces différentes informations déjà présentes dans ces formats ont été éclatées par le législateur, ont été largement complétées en nombre d'indicateurs, en nombre d'informations à diffuser, autour de 9 rubriques dont 7 sont restées obligatoires depuis les ordonnances Macron. Et puis ces 9 rubriques ont été regroupées autour de 3 grands temps de consultation qui sont des temps d'échange obligatoires avec vos élus au fil de l'année. L'ensemble de ces informations et de ces thématiques vont être à présenter sur plusieurs années glissantes, à savoir les 2 années passées, l'année en cours, puis une projection sur les 3 années à venir. À défaut de respect de ce cadre légal, à défaut de BDES dans vos organisations, les organisations s'exposent à un risque de délit d'entrave avec une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Et l'autre préjudice qui peut être subi par les organisations à défaut de BDES, c'est que le délai de consultation ne court plus. C'est-à-dire que quand vous allez solliciter vos élus pour leur partager une évolution dans votre organisation, par exemple, le délai de consultation qui est habituellement autour d'1 mois, eh bien finalement ne court pas. Et donc à ce moment-là, les élus ne fournissent plus leurs avis éclairés. Donc c'est le terme que vous avez entre guillemets juste en dessous. L'avis éclairé, donc c'est le terme juridique employé par le cadre légal. Tant que les élus n'ont pas fourni leur avis, favorable ou défavorable d'abord, vous ne pouvez plus enregistrer ou acquiescer ces évolutions d'organisation et ça peut mener à une cristallisation du dialogue social, ce qui n'est pas à souhaiter, surtout dans le contexte actuel que nous vivons et que nous traversons tous. Et donc, l'objectif de pouvoir partager facilement ces informations avec vos élus, c'est de les mettre sur un pied d'égalité d'information. Donc, l'idée, c'est de venir faciliter les tâches auprès des équipes RH, auprès des équipes DAF pour mettre à disposition, pour partager ces informations aux élus. Et en retour, il faut que ces informations soient accessibles, facilement lisibles, compréhensibles pour vos élus, afin qu'ils puissent en faire bon usage. Donc, derrière cette BDES, on va retrouver différents formats, différents outils. Merci Jean. Qui vont permettre de répondre à cette contrainte légale
de manière le plus opérationnelle possible en fonction de votre contexte, de votre organisation, de la volonté de transparence de vos directions ou des attentes, des exigences du côté de vos élus. Donc les premières BDES que nous avons connues, elles sont plutôt sur format papier, je vous le disais tout à l'heure, avec la transmission d'un bilan social, par exemple, lors d'une séance, lors d'une réunion. Eh bien, ce format-là a disparu il y a plusieurs mois maintenant pour les collaborateurs de plus de 300, pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs. La BDES papier n'est plus possible. Donc, fini le classeur dans le bureau de la direction ou dans le bureau des DRH. Les outils qui sont proposés aujourd'hui se modernisent, et tant mieux. Donc, on retrouve encore le classique fichier Excel. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes rapidement autonome, vous êtes déjà équipés tous quasiment de cet outil Excel. Néanmoins, ce qui peut se complexifier, c'est la quantité très importante d'informations, donc plus de 500 indicateurs en fonction de votre carte d'identité d'entreprise, privé, public, associatif, plus de 50, plus de 300 collaborateurs. Surtout si on vient multiplier ces informations sur les 6 années glissantes. D'autres possibilités que ce fichier Excel, donc la GED, donc la gestion électronique de documents, c'est une bibliothèque, un répertoire partagé, ça peut être SharePoint, ça peut être un répertoire sur votre intranet, sur lequel vous venez déposer au format PDF les documents que vous aviez déjà l'habitude de communiquer au format papier. Sur cette partie GED, on va avoir l'avantage de communiquer rapidement de l'information déjà mise en forme aux élus. L'inconvénient va être la construction des documents à produire et puis parfois la gestion des droits d'accès, qui doit voir quoi, qui consulte les documents du côté de ces historiques-là. Une autre version possible, on a des outils de paye sur le marché qui existent, comme le précisait Jean tout à l'heure, qui proposent une extension pour fournir quelques indicateurs de la BDES. J'insiste sur cette notion de quelques indicateurs de la BDES parce que les données de paye ne permettent pas de répondre à tous les indicateurs du cadre légal. Je pense notamment à des données financières, à des données sur le plan de formation, on y reviendra juste après, ou à des données sur la stratégie de l'entreprise, par exemple. On a également des outils BI, donc de Business Intelligence, qui vont permettre, plutôt pour des organisations, je dirais, grands comptes, d'aller avoir un outil intermédiaire entre tous les différents outils du système d'information qui pilotent soit les outils RH, soit les outils financiers, et cet outil-là va être l'intermédiaire pour venir traiter, calculer, consolider les données selon différentes sources, un outil de gestion des temps, par exemple, un outil comptable et puis un outil de paye, avec parfois plusieurs outils différents pour gérer la même chose si l'entreprise a fait de la croissance externe. Donc ces outils-là sont très puissants. La contrepartie, c'est qu'ils sont plutôt onéreux. C'est pour ça qu'ils sont réservés majoritairement à des entreprises assez importantes, avec cette multiplicité d'outils logiciels en interne, et la mise en œuvre de ce type de solution est également assez longue. Néanmoins, le rendu peut être très précis. Et puis, une autre possibilité, donc un outil dédié, une solution web. Donc là aussi, plusieurs éditeurs sur le marché proposent ce type d'approche. L'idée, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble des informations dans un outil unique qui va être capable de répondre à tous ces enjeux, d'une part de veille juridique, avec toute la conformité légale qui va être embarquée directement dans la solution, de répondre à vos enjeux de sécurité, des données hébergées en France, un hébergeur français pour vous laisser propriétaire de ces informations, des enjeux de fiabilité, on va pouvoir alimenter l'ensemble des informations à partir de la paye, mais pas uniquement. On va notamment conserver toutes ces données en termes d'accessibilité. Est-ce qu'on autorise ou non le téléchargement des documents? Est-ce qu'on autorise ou non le filigrane sur ces documents pour préserver la confidentialité et la sensibilité des données que vous allez communiquer dans votre BDES? Et enfin, le tout doit être très simple autour d'une ergonomie le plus intuitive possible pour répondre aux attentes des équipes RH et de vos élus. Alors, avant de passer à la suite, on peut peut-être faire un point sur les sondages, justement. Moi, j'avais oublié aussi, mais vous avez eu un sondage quand j'ai présenté la partie process RH. Je vais juste revenir dessus rapidement.
pour découvrir que vous êtes à plus de 50% à gérer en gros vos différents processus RH, soit en partie avec des logiciels et en partie aussi encore de manière, on va dire, manuelle avec du fichier Word ou du fichier Excel. Et pour faire ce même parallèle du côté des outils de gestion du dialogue social autour de la BDES, je constate qu'il reste encore quelques dossiers papier. La conduite du changement peut être parfois un peu plus longue dans le contexte qu'on connaît tous. Vous êtes plus de la moitié à partager des fichiers Word et des fichiers Excel que j'imagine vous prenez la peine de construire en interne et qui peuvent être plus ou moins consommateurs de temps pour pouvoir fournir l'information à vos élus. Quelques fichiers partagés en ligne à hauteur de 20% et 20% avec un outil logiciel dédié. Alors je sais qu'aujourd'hui parmi nos spectateurs, nous comptons quelques-uns de nos clients. Peut-être que vous êtes les dignes représentants de ces 20% avec un outil dédié à la gestion de ce dialogue social. En tout cas, merci pour vos retours. Alors, maintenant qu'on a vu, qu'on vous a présenté de façon assez macro l'étendue des processus RH et aussi la nécessité du besoin de s'équiper en termes de BDES, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est sur 3 processus, 3 domaines RH, comment vous allez pouvoir initier des synergies entre le besoin RH, l'activité RH et les attentes au niveau du dialogue social. Donc, on va commencer sur la partie plan de développement des compétences, qu'on appelait auparavant le plan de formation. Donc, ce plan de développement des compétences, il repose sur 3 éléments principaux. Le premier étant la définition des orientations stratégiques. Donc, ces orientations stratégiques, elles découlent directement de la stratégie d'entreprise et elles doivent accompagner l'entreprise vers dans son activité, dans les évolutions attendues de son activité, en formant au mieux ses collaborateurs. Donc, on va d'abord définir ces orientations stratégiques. Ensuite, au niveau du plan de développement des compétences, un point important, c'est de savoir comment est-ce qu'on va financer cette formation, avec quelles enveloppes de financement. Est-ce qu'on va être sur du financement interne, du budget entreprise, ou est-ce qu'on va être sur des financeurs institutionnels, comme les OPCO, par exemple, qui peuvent, pour les entreprises de moins de 50 salariés, financer l'ensemble de la formation, et pour les autres entreprises, sur certains dispositifs de formation, comme l'apprentissage par exemple, qui peuvent aussi être pris en charge par des organismes externes. Il y a également le CPF du salarié qui peut venir contribuer au financement de la formation avec son accord. Donc voilà, donc l'objectif là, c'est de savoir quelles sont les enveloppes qui vont alimenter quelles orientations stratégiques. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment toute la remontée du besoin de formation qui sont issues, ces demandes de formation qui sont issues soit des collaborateurs eux-mêmes ou de leurs managers. Et donc ces demandes de formation, il y a tout un travail là par l'équipe RH qui est d'arbitrer ces demandes. Donc en identifiant sur quelles orientations stratégiques cette demande de formation va répondre, et puis également en sachant comment cette demande de formation va pouvoir être financée. Une fois que cet élément-là est fait, que les arbitrages sont faits, le plan de développement des compétences est constitué et il va pouvoir être mis en œuvre et son exécution va pouvoir être comparée également, va pouvoir être suivie par rapport au budget et aux orientations stratégiques. Et donc, en parallèle de ces processus à destination des équipes RH, plutôt un outil interne pour piloter les besoins en formation des collaborateurs, on va retrouver dans la BDES, au travers de 2 rubriques légales, une sur l'investissement social et l'autre sur l'égalité professionnelle, quelques-unes des informations que vous avez déjà préparées, déjà travaillées, déjà consolidées pour vos besoins en interne, notamment autour de l'investissement social où on va retrouver des indicateurs sur la formation professionnelle,
Concernant le plan de formation dont parlait Jean à l'instant, dans la BDES, vous allez pouvoir communiquer à vos élus les différentes actions de formation qui ont eu lieu au cours de l'année passée et celles qui sont projetées pour les périodes à venir, les différents bilans de compétences qui ont eu lieu et également les VAE, donc valorisation des acquis et des expériences. On va retrouver également les demandes de congés de formation qui ont été faites par les collaborateurs, que ces demandes soient et qu'elles aient été acceptées ou refusées d'ailleurs avec les motifs des refus éventuellement. Et puis dernier point, dans cet investissement social, on va retrouver les différents compteurs CPF. On y reviendra tout à l'heure, notamment au moment des entretiens professionnels. Et puis l'autre thématique, l'autre rubrique légale de la BDES, ça va être l'égalité professionnelle. On va retrouver le nombre d'heures de formation, par exemple, par salarié et par an, pour montrer justement aux élus l'effort fourni par l'entreprise pour monter en compétence l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis la répartition par type d'action des différentes actions justement qui sont menées pour réduire ces écarts entre les hommes et les femmes, par exemple, du côté des salaires, pour augmenter le développement des compétences, pour le maintien de l'emploi ou tout simplement pour l'adaptation du poste sur quelques collaborateurs qui en auraient fait la demande. Voilà, alors, autre activité RH sur lesquelles des synergies sont possibles avec le dialogue social concerne les entretiens professionnels et le bilan à 6 ans. Alors, que sont l'entretien professionnel et le bilan à 6 ans? Donc, ces deux activités sont entrées en vigueur dans la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Donc, pour commencer par l'entretien professionnel, c'est un entretien qui a pour objectif un échange avec le salarié sur son projet professionnel, c'est-à-dire sur l'activité qu'il a menée sur les 2 dernières années, et puis sur ses souhaits d'évolution aussi en entreprise. Ce qui va permettre également d'identifier ses besoins en formation pour accéder à ses souhaits, si ses souhaits rencontrent aussi la volonté d'évolution de l'entreprise. Cet entretien, il a aussi pour vocation à informer le salarié sur un certain nombre de dispositifs de formation que sont la VAE, donc la validation par les acquis de l'expérience, par le CPF et les différents abondements qui sont possibles, et enfin sur le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Donc cet entretien pro, il est obligatoire tous les 2 ans, sauf en cas d'accord d'entreprise ou de branche. Donc cas d'accord d'entreprise, Kevin vous en reparlera un petit peu après. Et dans ces cas-là, enfin, voilà, il y a une révision qui peut être mise en place au niveau de cette périodicité. Alors, tous les 6 ans, il y a un état des lieux qui est obligatoire, dont la périodicité, pour le coup, ne peut pas être revue, et qui a vocation à définir. Alors, cet état des lieux, on lui donne d'autres noms aussi, hein, on l'appelle état des lieux, bilan professionnel ou bilan à 6 ans. C'est le nom le plus courant, mais pas officiel. Et donc, cet état des lieux, il a pour vocation à identifier si le salarié a pu bénéficier de ces entretiens professionnels, ou en tout cas, est-ce qu'on lui a bien proposé l'ensemble des entretiens professionnels auxquels il a le droit, et est-ce qu'il a pu bénéficier d'une formation non obligatoire. Là, je vous parle des règles qui sont aujourd'hui en vigueur et qui vont continuer à être en vigueur après le 1er janvier 2021, parce qu'aujourd'hui, vous avez encore une autre possibilité pour être en règlement, pour être en accord avec la réglementation au niveau du bilan à 6 ans, où il faut pouvoir justifier pour le salarié toujours de ses différents entretiens pro, est-ce qu'il a bénéficié de ces entretiens pro. Et puis 2 des 3 critères que je vais vous citer, que sont avoir suivi une formation, obligatoire ou non, avoir bénéficié d'une évolution professionnelle, qu'elle soit verticale ou horizontale. Donc verticale, c'est une évolution de périmètre d'intervention, une évolution ou un changement de poste, et une évolution
horizontale, c'est plutôt une prise de responsabilité, qu'elle soit hiérarchique ou qu'elle soit sur une augmentation du périmètre d'intervention. Et puis, il y a le troisième critère, c'est une évolution salariale, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc, ces règles-là, ces critères-là à valider, ils sont vrais jusqu'à la fin de l'année. Vous avez la possibilité d'établir un bilan à 6 ans sur ces critères-là jusqu'à la fin de l'année. À partir de 2021, ce sera uniquement par rapport au fait d'avoir suivi les entretiens pro et d'avoir suivi une formation non obligatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe si... alors, pour information, donc, la loi est applicable depuis le 5 mars 2014, donc les premiers entretiens, les premiers bilans à 6 ans ont dû démarrer le 5 mars 2020. Donc, comme on était en pleine pandémie, le gouvernement a décidé de décaler la date butoir pour ces premiers états des lieux, et vous avez jusqu'à la fin de l'année pour réaliser ces premiers états des lieux pour vos salariés qui ont plus de 6 ans d'ancienneté. Alors, qu'est-ce qui se passe si, justement, en réalisant ces différents bilans professionnels, vous vous rendez compte que pour certains de vos salariés, il y a un manquement, que ce soit un entretien pro qui n'a pas eu lieu, ou une formation qui n'a pas été suivie, ou pas d'évolution salariale, ou pas de changement de poste, ou d'évolution professionnelle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes redevable d'un abondement sur le compte CPF du salarié de 3 000 €. Donc ça, c'est si vous faites vous-même la démarche, si l'entreprise fait elle-même la démarche d'abonder le CPF du salarié. Si elle ne le fait pas et qu'il y a par la suite un contrôle, on va vous obliger à verser ces 3 000 €, et si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir encore avoir une amende de 100% par rapport à cet abondement, donc une amende de 3 000 € supplémentaires si vous ne versez pas l'abondement sur le CPF du salarié. Alors, comment ça se traduit en termes de dialogue social? Tout à l'heure, on va retrouver dans notre rubrique investissement social des informations concernant le nombre de salariés qui ont passé dans l'année en cours, les années passées ou qui vont devoir passer dans les années à venir, leur entretien professionnel. Même chose, on pourrait identifier les bilans, s'ils ont eu lieu ou pas dans cette BDES. On va retrouver également le montant des abonnements qui a été versé par les entreprises au titre du manquement, justement, de formation des collaborateurs. En parallèle, on va retrouver les crédits qui ont été validés sur les CPF des salariés. En parallèle de cette BDES, et justement pour simplifier ce nouveau cadre légal dans ce contexte un peu délicat, encore une fois, je précise que tous les textes de loi autour de cette BDES commencent par « à défaut d'accord », c'est le cadre légal ci-dessous qui s'applique. Donc, je voulais vous rappeler ici que vous pouvez construire des accords avec vos élus pour redéfinir la périodicité de ces entretiens, pour redéfinir le contenu et le format de l'entretien professionnel, ainsi que celui du bilan. Vous pouvez également mettre en avant, si ça fait partie de votre politique dans votre entreprise, sur le plan de formation, tous les autres abondements au CPF que les collaborateurs que l'entreprise pourrait faire sur le compte des collaborateurs, sans que ce soit strictement dans le cadre du légal ou d'une formation obligatoire, par exemple. Oui, alors je voulais rajouter juste une chose sur ces accords possibles, notamment sur le contenu de l'entretien pro. En revanche, il y a quand même une chose qui est précisée, c'est que cet entretien professionnel, il faut quand même qu'il réponde aux objectifs qui sont définis par la loi. Donc un échange sur le projet professionnel du salarié. Cet entretien n'a pas vocation à évaluer le salarié. On ne peut pas considérer un EP où il y aurait de l'évaluation sur des objectifs ou même sur ses compétences comme étant un entretien professionnel. Il n'est pas fait pour ça. Il y a quand même quelques règles à respecter. Merci. Un minimum. Alors, troisième et dernier processus dont on va parler aujourd'hui pour identifier les synergies, il s'agit des risques professionnels. Donc, la gestion des risques professionnels, elle a pour vocation tout d'abord à identifier les différents risques qui sont possibles sur chacun des postes présents dans l'entreprise, d'identifier
les salariés qui sont soumis à ces risques pour pouvoir derrière définir des mesures de prévention et de protection. Alors, ça peut être des mesures de prévention et de protection qui soient individuelles pour un individu, un salarié en particulier, ou collectives. La plupart des entreprises ont mis en place des mesures collectives, par exemple, en ce qui concerne le Covid-19, avec la distribution de masques, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, par exemple, voire même dans les plus grandes structures aussi, des sens de navigation dans les locaux pour respecter des circuits qui évitent aux personnes de se croiser. Alors, l'idée aussi dans la gestion des risques professionnels, c'est de suivre annuellement ces mesures, la mise en place de ces mesures et leurs évolutions. Et ça a un but aussi, c'est d'arriver à établir le DUER, donc le document unique d'évaluation des risques, qui doit être réévalué tous les ans, qui doit être republié tous les ans, notamment auprès du comité social et économique. Alors tout à fait, merci pour la transition. Autour de ce dialogue social, de nombreux autres rapports, de nombreux autres bilans vont devoir être communiqués, même si ça ne fait pas partie du cadre légal ou des indicateurs de la BDES. Effectivement, le Code du travail prévoit aussi d'autres sujets sur lesquels vous allez devoir communiquer auprès de vos élus pour leur présenter l'état d'avancement ou, à titre informatif, un état des lieux de la situation sur ces différents sujets. Donc, je vous ai listé ici quelques exemples, quelques documents dont le DUER fait justement partie. Je pense notamment au DOETH sur votre capacité à intégrer des travailleurs handicapés dans votre organisation, parce que là aussi, il y a un modèle qui est récent, qui est mis en application depuis le 1er janvier 2020 sur cette partie-là. On a déjà parlé des égalités professionnelles tout à l'heure, avec notamment l'arrivée du fameux scoring, donc un index d'égalité entre les femmes et les hommes, qui vient scorer les différentes entreprises par rapport à leur démarche pour réduire ces écarts. Et puis les bilans sociaux, bilans SSCT dont on a déjà parlé au démarrage. Et puis, vous savez, dans l'organisation du CSE, dans la mise en place du CSE depuis plusieurs mois maintenant, que vos élus ont pris connaissance de leur mandat, de leur mission, notamment au cours des formations qui sont obligatoires à la mise en œuvre de ces élections. On va retrouver de plus en plus de commissions au sein de vos élus, au sein de vos CSE, qui vont avoir la charge et la responsabilité de s'attacher à une thématique en particulier. La qualité de vie au travail peut en faire partie, la responsabilité par rapport à l'environnement également, sur les commissions RSE. Donc là, ce sont quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, et là aussi, ça va dépendre de vos élus, de votre organisation, de la taille que représentent vos activités en fonction de ces différents sujets. Voilà, alors maintenant qu'on a vu quelques exemples sur les synergies possibles entre processus RH et dialogue social, on va vous parler aussi de la nécessité de mettre en place une gestion commune, parce qu'on ne peut pas arriver justement à ces synergies si on ne met pas en place cette gestion commune. Alors ce qu'on a vu là au travers des exemples, on voit bien que ce sont les processus RH qui vont alimenter le dialogue social. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du processus RH, il faut intégrer cette dimension de dialogue social. Voilà, il faut donc penser dialogue social lorsqu'on va gérer les ressources humaines. Donc, il faut avoir cette vision commune du processus RH et du dialogue social, harmoniser un peu des processus, donc faire en sorte que se dire que le dialogue social, c'est l'aboutissement aussi d'une certaine manière du processus RH, entre guillemets, l'aboutissement, pas parce que on veut réaliser ce dialogue social, mais c'est que le dialogue social est alimenté depuis les processus RH et qu'on génère des indicateurs à partir des processus RH. Donc il faut une certaine forme il faut harmoniser un peu le processus, intégrer le dialogue social dans ces processus RH. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que ça va permettre de fiabiliser la donnée
du dialogue social avec le processus RH. Si vous pouvez alimenter, être en capacité de traduire vos données RH directement, automatiquement en indicateur BDES, parce que vous allez pouvoir être en capacité de traduire les données RH en indicateur BDES si vous avez intégré justement cette dimension dialogue social initialement. Si vous avez intégré suffisamment de données qui vont vous permettre de générer ces indicateurs, notamment du dialogue social. Si on prend un exemple sur les indicateurs liés à la formation, il faut savoir à qui vous avez dispensé de la formation, à quelle personne, à quelle catégorie socio-professionnelle, etc. Donc, il est important, voilà, de penser dialogue social lorsqu'on va gérer ces différents process ressources humaines. Merci Jean, et notamment en termes de fiabilisation de ces données, justement, que ce soit pour nourrir le dialogue social ou pour nourrir vos process RH, il y a des données qui sont incontournables, ce sont les données brutes de votre paye. Et pour pouvoir alimenter, traiter ces données de la paye, ces informations du plan de formation qui vont permettre le calcul des indicateurs de la BDES, mais qui vont permettre aussi de gérer vos tableaux de bord au quotidien sur le pilotage RH de votre entreprise et des collaborateurs qui la composent. Et donc, c'est sur ces différents outils qu'on va pouvoir retrouver la liste des notions qui vont être harmonisées. Jean, si tu veux bien les afficher. Merci. sur cette notion d'outils communs, vous allez avoir un usage commun qui va vous permettre de gagner énormément de temps en termes de saisie. On a bien conscience que cette double saisie à faible valeur ajoutée et chronophage dans vos missions du côté RH qui sont en perpétuel renouvellement. On pense notamment à tous les efforts que vous avez dû faire ces derniers temps pour la réalisation des bulletins de paye de vos collaborateurs avec ces perpétuelles évolutions. Lorsqu'on est sur les bons outils de pilotage qui savent interpréter justement d'une manière uniforme et homogène les informations de votre paye, c'est du temps que vous allez gagner, c'est de la rationalisation des coûts avec des outils uniques, des abonnements uniques, et puis surtout des phases de projet qui vont être mutualisées. Encore une fois, si vous arrivez à penser, comme le disait Jean tout à l'heure, dialogue social dans vos process RH, vous allez intégrer dès le démarrage les bonnes notions pour pouvoir les utiliser dans les différents outils et pour les différents acteurs de votre organisation derrière. Et donc derrière, des interlocuteurs uniques, en effet, en partageant ces différentes problématiques avec un seul et unique consultant qui sera en mesure de répondre à vos attentes sur ces deux thématiques-là, là encore, on s'achète du gain de temps, du gain de compréhension, et on va pouvoir aller directement en fonction de vos attentes et répondre à vos enjeux sur ces deux sujets-là. Voilà, le webinaire se termine. Il nous reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions, pour commenter aussi le dernier sondage. Donc, avez-vous des outils différents ou des outils communs pour gérer ces deux process? À 80%, vous avez aujourd'hui des outils différents. Donc, je pense que ça peut être soit lié à de l'historique, soit des outils différents parce que ce sont des outils que vous avez construits en interne à partir de Word ou d'Excel, comme on l'a vu tout à l'heure dans votre réponse sur la BDES, ou un peu de tout ça, comme on l'a vu à plus de la moitié pour cette thématique de gestion des RH. En parallèle des réponses aux questions, vous pouvez retrouver ici des informations plus détaillées, plus étoffées qu'au travers de ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. C'est toujours un plaisir de partager ces quelques informations avec vous et on va pouvoir maintenant répondre à vos questions. Oui, alors, Estelle qui nous a partagé les questions, donc on va les prendre dans l'ordre. Quelle est la date d'échéance pour l'entretien de l'état des lieux?
Alors, pour le premier bilan à 6 ans, la date d'échéance, c'est le 31 décembre 2020 pour cette première série qui démarre du 5 mars 2020 là jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, c'est au fur et à mesure selon la date d'entrée en entreprise de vos salariés. Alors, on doit donc faire en 6 ans 3 entretiens pro plus un bilan. Tout à fait, c'est ça. À quel moment doit-on faire le bilan par rapport au 3e entretien? Alors, ce bilan professionnel, il peut être fait soit à la fin du 3e entretien, sachant qu'il n'y a pas de format qui aujourd'hui est défini réglementairement pour le bilan. Donc, le bilan, ça peut être aussi simplement le partage du document avec le salarié qui doit être signé. Il doit signer son bilan à 6 ans. Il n'y a pas nécessité à avoir un entretien pour ce bilan à 6 ans. Mais vous pouvez le faire. Alors, soit à la fin du 3e entretien, soit voilà, quelques jours après. Qu'entend-on par formation non obligatoire? Donc, une formation non obligatoire, c'est une formation qui n'est pas nécessaire à une activité, qui n'est pas nécessaire à une activité professionnelle, qui n'est pas régie par une réglementation, qu'elle soit nationale, internationale ou même qui soit régie par les accords de branche, par les différentes branches professionnelles. Pour citer un exemple assez simple, vous ne pouvez pas être chauffeur poids lourd si vous n'avez pas votre permis poids lourd. En revanche, vous pouvez tout à fait... donc ça, c'est une formation obligatoire, le permis poids lourd. En revanche, même si vous travaillez dans un environnement international et que vous suivez une formation en anglais parce que vous n'avez pas le niveau, ça n'est pas une formation obligatoire. Il n'y a aucune loi, aucun règlement qui oblige à suivre une formation en anglais, à avoir un certain diplôme en anglais, même pour travailler dans un environnement international. Alors, une progression à l'ancienneté est-elle considérée comme une augmentation salariale dans le cadre du bilan à 6 ans? Alors, tout à fait. Alors là, je mets un petit bémol parce que ça peut aussi dépendre des accords de branche ou d'entreprise, hein, enfin les accords de branche, mais une progression à l'ancienneté, c'est une progression salariale. Donc, ça peut être pris en charge dans le cadre du bilan à 6 ans. Donc, c'est beaucoup de questions sur la partie RH là. Et entretien. Alors, s'il y a un changement d'entité juridique entre-temps, le point de départ de l'entretien pro démarre à l'ancienneté ou à la date d'entrée de la nouvelle entité juridique. Alors là, ça va dépendre effectivement des conditions de reprise, mais généralement, si l'ancienneté est reprise, donc ça, je pense que c'est une discussion qui peut avoir lieu peut-être dans le cadre du dialogue social, Kevin, je sais pas, quand il y a comme ça une reprise de... Pas forcément, en fait. Sur cette partie de dialogue social, encore une fois, le cadre légal définit beaucoup de choses, mais ce qui sera surtout pertinent, c'est ce que vous allez convenir avec vos élus, que ce soit au travers d'accords ou que ce soit avec du bon sens ou de manière très opérationnelle. En tout cas, si l'ancienneté est reprise, donc effectivement, c'est par rapport à l'ancienneté dans l'ancienne structure juridique. On peut même vous en parler assez facilement parce que chez Alcuin, par exemple, Alcuin existe depuis 7 ans, mais en réalité est issu du rachat d'un autre éditeur qui était Open Portal, et donc les anciennetés ont été reprises, et donc on s'est basé sur ces dates-là. J'ai une question sur la BDES, justement. Si l'exercice, je suppose qu'on parle de l'exercice fiscal, hein, est décalé de mai à avril, dans l'exemple qui est donné, à quelle date devons-nous présenter la BDES? Sur cette date, autour de la BDES, le cadre légal ne prévoit rien. Encore une fois, du côté de vos accords, vous pouvez choisir de définir un calendrier. En revanche, le cadre légal prévoit que pour une année, donc que l'année se déroule de janvier à décembre ou bien de mai à avril de l'année d'après, du moment que toutes les thématiques sont abordées, que les 3 grands temps de consultation sont partagés avec vos élus, à ce moment-là, vous êtes dans le respect du cadre légal. Et pour vous donner le retour d'expérience de la manière dont fonctionnent nos clients, dans cette BDES, vous avez une grande partie des informations qui traitent des données consolidées au 31/12 de l'année passée. Donc, le premier trimestre de l'année 2021, par exemple, va être consacré pour la plupart de nos clients, quelle que soit leur date d'exercice,
va être consacré à la présentation des données sociales sur l'année passée. Si vous souhaitez décaler cette date d'exercice avec des chiffres non plus consolidés au 31/12, mais plutôt consolidés à fin avril, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez imaginer de préparer ces informations, de les consolider et de les communiquer avant l'été à vos élus. Encore une fois, le cadre légal vous impose de partager ces informations une fois par an avec vos élus sans forcément la positionner sur l'agenda. Est-ce que tu souhaites prendre une autre question, Jean? Je ne sais plus si on les a tous. Alors, il y a quelqu'un qui me demande de terminer mon explication sur la question d'Hélène. Alors, là il n'y avait pas d'élu à cette époque, donc j'imagine que c'est sur l'ancienneté. Est-ce qu'il faut prendre en compte l'ancienneté dans l'entreprise? Là, je pense que c'est un peu un cas particulier. Chez Alcuin, donc il y a eu cet accord de reprise de l'ancienneté, donc oui, on a repris l'ancienneté, donc les bilans ne courent pas à partir du changement d'entité juridique, mais depuis en fait la présence du salarié dans l'ancienne entité. Dans votre cadre, là j'ai pas, je pense, tous les éléments pour pouvoir y répondre. Il faut que vous arriviez à déterminer si oui ou non l'ancienneté a été reprise. Et si elle a été reprise, dans ce cadre-là, tous ceux qui étaient présents avant 2014 ont dû avoir leur premier bilan sur cette année 2020. Enfin, en tout cas, il y a jusqu'au 31 décembre pour faire ce premier bilan. Et puis après, ça court en fonction de l'entrée des salariés dans l'entreprise, que ce soit dans l'ancienne entité juridique ou dans la nouvelle. J'espère que là, j'ai terminé mon explication. Alors, dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous partager vos contextes, vos problématiques, vos besoins. J'ai vu quelques questions aussi autour des coûts des solutions. D'autres questions classiquement, alors je les ai pas vues aujourd'hui, c'est concernant des délais de mise en œuvre de ces différents projets. Encore une fois, ça va dépendre de votre périmètre et de votre contexte. Et donc, ça nécessite dans tous les cas quelques minutes d'échange téléphonique pour récupérer quelques informations par rapport à votre contexte, par rapport à votre organisation et par rapport à ce que vous souhaitez traiter comme process RH, parmi tous ceux que Jean vous a présentés en début de cette présentation. Et même chose, dans quel cadre légal vous vous inscrivez autour de cette BDES, et c'est ces besoins communs, ces enjeux communs que nous allons écouter et construire avec vous la solution globale qui pourrait répondre à vos attentes, aussi bien en termes de coûts qu'en termes de délai, pour simplifier le travail des équipes RH et pour favoriser l'accès des informations, que ce soit aux collaborateurs pour les process RH ou que ce soit en termes de BDES pour les élus. Je regarde si on a d'autres questions. Voilà, ouais, je vois pas d'autres questions. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette attention. C'est toujours un plaisir de vous partager ces quelques informations et ces quelques retours d'expérience. Et avant de laisser le mot de la fin à Jean, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt. Eh ben, écoutez, comme mot de la fin, je vous remercie également. Merci d'avoir participé. Merci à Kevin et Estelle pour ce webinaire. Et puis, on espère vous retrouver prochainement. Le replay de cette présentation sera donc disponible d'ici quelques minutes, je crois, pour ceux qui auraient manqué le démarrage, par exemple. Et le support de présentation qu'on vient de vous dérouler est téléchargeable pour tous ceux qui ont participé. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.